Bonsoir. Bienvenue à la Villa Gilet. Nous sommes ici ce soir dans le théâtre de la Villa Gilet, à Lyon, en présence de Pierre Ducrozet. Bienvenue Pierre. Et nous sommes également en présence depuis São Paulo, au Brésil, de Julian Fuchs et Vincent Zonca. Nous sommes ravis ce soir de cette rencontre. On se fait coucou par caméra. C'est que vous, voilà, vous les voyez là, nous on les voit là. Voilà. Donc nous sommes ravis de cette rencontre pour la clôture du festival, organisée en partenariat avec l'ambassade de France au Brésil. Et je donne la parole maintenant à Vincent Zonca du Bureau du Livre à São Paulo, qui va modérer cette rencontre et qui va nous présenter nos deux auteurs. Merci beaucoup, Pauline. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Ici, c'est l'après-midi encore pour cette conversation sur la clôture de Littérature Live Festival entre deux grands et jeunes romanciers, le français Pierre Ducrozet et le brésilien Julian Fuchs. J'aimerais donc souhaiter la bienvenue à tous qui assistent sur Internet ou aussi au théâtre de la Villa Gilet à Lyon et aux écrivains Pierre Ducrozet et Julian Fuchs, ici à São Paulo. Soyez les bienvenus. Je suis le directeur du Bureau du Livre à l'ambassade de France au Brésil et je suis à São Paulo comme Julian. C'est un plaisir de faire le partenariat entre le festival et l'ambassade et d'être avec vous malgré la distance dans cet espace virtuel. C'est très émouvant pour moi parce que j'ai beaucoup de liens affectifs avec Brésil et le Lyon, où j'ai habité pendant 6 ans pendant mes études, et j'ai beaucoup de tendresse envers la ville et la Villa Gilet. J'aimerais maintenant présenter rapidement le thème de cette rencontre. C'est la génération en recherche de vérité, ainsi que les deux auteurs. Le titre, c'est la possible existence d'une génération d'auteurs nés dans les années 80 qui ont commencé à écrire pendant les années 2000. Julian Fuchs est né en 81 et Ducrozet en 82. Donc, on peut dire qu'ils dessinent une génération de romanciers qui cherchent à renouveler profondément le genre du roman par la nécessité d'un compromis politique, écologique avec l'actualité, et ceci par l'intermédiaire de la fiction. Nous pouvons aussi parler de Miguel Bonnefoy, qui est né en 86, Lin Bey ou Carole Ben-Simon au Brésil, nés aussi dans les années 80. Ce sont de jeunes romanciers, mais qui ont déjà un travail consolidé, 5 romans pour chacun d'entre eux, entre d'autres travaux. Ils ont reçu un prix, tous les deux. Le prix Jabuti, c'est un des prix les plus importants du Brésil en 2016 pour Résistance, et le prix de Flore pour Pierre Ducrozet en 2017 pour l'invention des corps. Et les deux ont un rapport très fort avec le voyage, avec le mouvement, avec l'exil, le multiculturalisme. C'est un thème que nous allons parler aujourd'hui. Maintenant, je vais présenter un petit peu plus chaque écrivain. Pierre Ducrozet. Bonsoir. C'est un plaisir de parler avec toi. Vous êtes né à Lyon en 82 et vous vivez actuellement à Barcelone, mais c'est difficile de dire, de vous ancrer quelque part. Vous avez aussi habité à Paris, à Berlin, vous voyagez beaucoup, vous êtes allé en Asie récemment. Vous êtes un romancier. Vous avez écrit plusieurs romans comme Requiem pour la Rouge, La vie qu'on voulait ou Héroïca chez Grasset, et après L'invention des corps, qui a reçu le prix de Flore et le Grand Vertige, qui a été publié en 2020. Et nous allons parler plus spécifiquement de ce livre aujourd'hui. Le Grand Vertige, publié à Actes Sud l'année dernière, c'est une fiction climatique. En 2017, une nouvelle guerre écologique pour parler de la crise actuelle, le réchauffement climatique. Pour parler de Tobias,
un chercheur qui est aussi un gourou ou agent secret, composé de plusieurs personnages milléniaux et de beaucoup de voyages sur la planète. Vous écrivez aussi pour les enfants, vous êtes traducteur sur Résidence sur Terre pour Libération entre 2019 et 2020. À partir de votre voyage en Asie, soyez le bienvenu. Julian Fuchs, vous êtes né à São Paulo en 1981, vos parents sont argentins, ils étaient psychanalystes à Buenos Aires, mais pendant la dictature, ils ont dû fuir d'un moment à l'autre au Brésil en 1977, un an après le coup d'État. Vous avez étudié journalisme et littérature à l'Université de São Paulo. Vous êtes romancier et vous écrivez pour le journal aussi, et vous avez un travail théorique important sur le roman. En 2004, vous avez publié un premier livre, Fragments d'Alberto Ulisses Carolina et moi, après Histoire, littérature et cegueira, aveuglerie. Et en 2017, La Résistance, qui a été publiée par Companhia das Letras, qui a reçu plusieurs prix, le prix Jabuti, le deuxième prix au prix Oceanos et Saramago au Portugal sont les trois plus grands prix de littérature lusophone. Le livre a été traduit en français avec le titre « Ni partir, ni rester » par Grasset, traduit par Marine Duval. Et nous allons parler en particulier sur ce livre aujourd'hui. Vous racontez une enquête approfondie d'un narrateur, Sébastien. Ça peut être votre double. Donc, une enquête sur votre frère adopté en Argentine pendant la dictature militaire, avant qu'il s'exile au Brésil. Et ce roman parle de la vie intime de la famille. Résistance, c'est le titre en portugais. Donc, ça parle aussi de la résistance contre la dictature et aussi du frère et de la vie en famille au Brésil et du narrateur quand il raconte cette histoire. Mais récemment, vous avez publié en 2019 L'Occupation, votre dernier roman. Soyez le bienvenu aussi, Julian. Après avoir beaucoup parlé, j'aimerais vous poser quelques questions sur votre manière d'écrire et sur ces deux romans en particulier, Résistance et Le Grand Vertige. Donc, Ni partir ni rester en français. Et j'aimerais parler du point en commun que vous avez sur la notion de mouvement, de voyage, d'exil. Cette notion qui donne une conception fluide du monde, de l'identité. C'est l'idée du mouvement. Pierre et Julian, vous êtes très liés. L'exil, le voyage, la question de l'identité multiculturelle, le vertige de l'endroit. Et c'est pour ça que le titre en français, c'est « Ni partir ni rester ». Et ces questions sont au cerne des deux romans. Et ça inquiète beaucoup, mais ça donne aussi une impulsion à l'écriture. Pierre, vous diriez comme Montaigne que votre écriture est une écriture en mouvement, et pourquoi pas chercher l'exotisme dans le quotidien, dans ce qui est proche, dans le lieu où on est. Pierre. Merci beaucoup pour tout ça, pour cette présentation. Oui, en fait, c'est des questions de souffle et ça se commande à peine. Et tout de suite, moi, ça s'est inscrit comme ça, l'écriture, la lecture, le voyage, la vie. En fait, tout se mêlait, s'auto-alimentait. On est parti en voyage à 20 ans avec quelqu'un qui est dans la salle aujourd'hui. Et tout de suite, on est parti avec des livres dans le sac à dos, on écrivait, on lisait, on voyageait, ça s'est inscrit dans un même souffle. Et les livres, évidemment, évoquaient ça aussi, qu'on avait dans notre sac. Et voilà, donc les livres que j'écris, effectivement, sont
en mouvement aussi dans l'écriture. J'aime les livres qui voyagent entre les genres, entre les langues, entre les mondes, entre les personnages. Et ce livre-là, Le Grand Vertige, c'était ça le projet voilà, à la base, c'était ça. On va essayer de faire rentrer un monde entier, une carte du monde dans un rectangle, puisque c'est le format. Et ensuite, on va voyager entre les genres littéraires, entre plein de choses. Voilà. Et c'est mon souffle, en fait. Mais après, ça correspond à une éthique aussi. J'aime que les personnages, c'était très beau, c'est la rencontre juste avant entre Justine Ogier et Colombe McCann, c'est que on est dans des toujours on parle on parle d'ailleurs, en fait, on parle on se déracine, en fait. Et mes personnages, j'aime bien qu'ils soient constamment ils sont mêlés, ils sont sans mêlés, ils sont culture mêlée, ils sont jamais de là où ils viennent, ni de là où ils vont, et ils sont entre tout ça. Et c'est ça le vertige aussi. Il est aussi là dans ces personnages qui vont d'un point A à un point Z, c'est pas très clair, et qui sont dans ce on the edge, quoi, qui sont toujours sur le point de tomber. Voilà, donc c'est ce mouvement-là à plein d'égards, quoi, que j'essaie d'explorer. Je vous passe là, en fait, c'était une sorte de... Je te passe, Juliane, la parole. Obrigado, Oui, Pierre. évidemment, bien sûr. Non, oui, là, évidemment. Julian, uma pergunta agora para Uma você pergunta agora sobre para o justamente Julian essa escrita do movimento, sobre a escritura do e em movimento, particular a partir do ponto de vista do exílio. do ponto de vista do exílio. Você concordaria Você com essa frase da concorda com a frase da psicanalista psicanalista uruguaia, agora exilada na França, Lia Turno, no ensaio Chamando l'exil, vers une identité ouverte, publicado em 2013, a frase é: se o exílio pode levar si l'exil peut amener à l'annihilation d'un sujet, il peut aussi amener à sa supération, une identité ouverte. C'est cette notion d'identité ouverte. Je voudrais te poser cette question. Avant tout, je remercie l'invitation du festival, à tous les organisateurs, Vincent, pour la présentation si précise, si exacte, et pour cette question d'ouverture qui contient déjà beaucoup de ce que je pourrais dire au sujet. Je ne connaissais pas cette citation, cette phrase, mais elle décrit très bien mon sentiment, et je crois que c'est la première fois que j'entends une définition d'exil qui prend aussi mon expérience et l'expérience de ma famille. Mettant ça dans un contexte, pour répondre à la question du mouvement, ce que je ressens, c'est que si ma littérature est un mouvement, un transit, si ma manière d'écrire exige un mouvement, c'est pour parler d'un mouvement qui m'antécède, qui existe dans une génération antérieure à la mienne. Pas seulement mes parents ont fui la dictature en Argentine, où ils étaient persécutés, mais aussi une génération intérieure. Mes grands-parents ont fui la Roumanie à cause de l'antisémitisme. Donc, ce sont des générations en transit, des vies successives touchées par des conjonctures politiques. Et la littérature, j'y arrive à partir de ce regard-là et devant faire avec cette histoire et essayer de me comprendre moi-même quelque part. Avant d'écrire Résistance, mon roman antérieur était déjà une question, une recherche identitaire dans un voyage à Buenos Aires. Et lorsque j'avais cru que j'avais résolu ça dans ce roman, je me suis vue en train de réfléchir sur la situation de mon frère. Il a été adopté en 1976 dans un contexte politique extrême, particulièrement avec les questions d'adoption. J'ai vu que la question, elle était née de nouveau chez moi, elle n'était pas résolue. Donc la recherche identitaire, elle est infinie et c'est impossible d'arriver à une solution. Je me suis aperçu que ce ne serait jamais une affirmation, mon identité. Mon identité, elle est toujours une interrogation.
Et l'exil a aussi quelque chose d'instable, de fluide. Parce que je suis née pendant l'exil de mes parents au Brésil, et ça déjà met une autre question identitaire. Est-ce que le fils d'un exilé est aussi un exilé? Et j'ai commencé à lire beaucoup sur l'exil, littérature sur l'exil, surtout argentine, mais pas que, d'autres origines aussi. Et pour mieux connaître le discours de l'exil comme une nuit noire, un vin froid, l'impossibilité, comme le trouble, des problèmes, et dont il faut qu'on trouve des forces pour aller de l'avant. Et ça n'allait pas avec l'expérience d'exil de ma propre famille, parce que mes parents, lorsqu'ils ont échappé de l'Argentine, ils ont une survie très belle au Brésil. Ils se sont adaptés, ils se sont sentis accueillis, ils ont pu travailler, ils ont été mis en valeur ici. Donc, tout ce qu'ils ont mis du temps pour partir de l'Argentine, c'était difficile. Le risque, la menace était constante. Et d'un coup, au Brésil, ça s'est clarifié et ils ont trouvé une autre forme d'exister. Donc, l'exil, c'était une autre chose. Donc, ça a été cité, comme vous venez de citer. Merci beaucoup, William. Je vais faire une autre question avec une citation avant de revenir à Pierre sur l'exil. C'est de Milan Kundera qui a écrit sur l'ignorance dans les années 2000. Il y a une phrase très intéressante, une relecture de l'Odyssée d'Ulysse. Pendant 20 ans, il avait pensé seulement de son retour, Ulysse. Mais une fois qu'il est rentré chez lui, il a compris, stupéfait, que sa vie, l'essence de sa vie même, son trésor, était ailleurs que chez Aïtak, pendant les 20 ans de son errance. Et c'était ça le trésor qu'il a perdu. Donc, la question que je veux vous poser, pour fuir la nostalgie dans l'écriture de ces livres, si vous vouliez fuir la nostalgie. Oui, je pense que oui, tout à fait. Mon rapport avec l'Argentine, ça n'a jamais été de nostalgie. Chez mes parents, oui, je pouvais identifier quelque chose comme ça, mais en ce qui me concerne, mon approximation avec l'Argentine était très ambiguë, ambivalente. C'était aussi chercher à appartenir à quelque part et aussi constater la différence. Une volonté de me reconnaître, de me retrouver là-bas, mais aussi, une bonne partie du temps, une perception de distance. J'appartenais et je n'appartenais pas au même temps. Ceci me fait me sentir dans une position de quelqu'un qui n'a pas de terre, quelqu'un qui n'a pas de racines, plutôt qu'un exilé. Je n'ai pas une identification totale avec la figure de l'exilé. Et en même temps, avec les années qui passent, une identification chaque fois plus importante avec le Brésil, le pays où je vis et où j'existe pour de vrai. Mon sentiment que ces ambiguïtés, ces ambivalences, petit à petit, sont devenues la matière même de l'écriture. Elles sont la base de ce qui m'amène à écrire. Elles sont dans le cœur de la constitution de chacun de mes livres. Je n'échappe jamais de cet autre genre de transit. C'est plus formel, c'est une narration, mais il se laisse traverser par l'interrogation qui prend plutôt une couleur plus réflexive. Basiquement, ces éléments externes à ma vie, soit les questions d'un autre ordre, elles se manifestent dans l'œuvre littéraire. Merci beaucoup, William.
Maintenant, pour Pierre, une question sur l'écriture du voyage. Est-ce que vous avez un modèle d'écrivain de voyage comme Nicolas Bouvier ou d'autres? Et si pour vous, il est important d'écrire pendant le voyage? Il y a Bolagne qui a une expression, vous le citez un peu, l'écrivain chilien-mexicain. Vous êtes un détective sauvage? J'adorerais, ouais. J'adore ces détectives sauvages là qui sont pour moi des. Bah tiens, ce serait une réponse possible. En fait, la littérature de voyage, en fait, on s'en fout, quoi. J'ai adoré les écrivains qu'on appelle, mais en fait, ça n'a pas tellement de sens. Bolaño, par exemple, serait un super écrivain sur le voyage, alors qu'en fait, on ne le cataloguerait jamais comme ça. Mais ces détectives sauvages, ils sont toujours en mouvement, ils sont toujours en quête de poésie, surtout. D'ailleurs, c'est un roman sur la poésie, en fait. Mais ils bourlinguent aussi, et ils errent surtout. Et moi, j'aime beaucoup ça, des personnages qui flottent, qui sont dans des voitures. On ne sait pas trop où ils vont. Ils vont dans le désert, là, chez lui. Si, j'ai eu évidemment, il y a, les lectures centrales là-dedans, c'était Sandrard, c'était Kerouac, c'était Bouvier aussi, oui. Mais donc ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est ceux qui un peu m'ont lancé dans ce mouvement-là. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que souvent des écrivains immobiles sont des incroyables voyageurs. Deleuze détestait le voyage, je trouvais que c'était le truc le plus idiot du monde. Et il n'y a pas écriture plus en mouvement que la sienne. Elle n'arrête pas de... Et elle m'a beaucoup... elle a été très importante pour moi aussi dans cette idée de mouvement de la phrase et de la pensée. Donc voilà, c'est plus une éthique en fait de l'être au monde, quoi, l'instabilité de l'identité, justement, ce que disait Julian aussi. C'est ça qui me plaît dans le voyage, c'est comment, en fait, en se mettant dans une situation de difficulté ou d'être hyper réceptif et sensible aux choses, on est plus là, on sent une intensité redoublée. Moi, c'est ça que j'aime dans le voyage, c'est que j'ai vraiment eu la sensation souvent de réapprendre à marcher, à manger, à parler, à me déplacer, à être. Donc voilà, c'est ça que... Et ça, évidemment, après, ça paraît absurde, mais c'est vrai, une fois qu'on revient de ces voyages, en fait, on ne revient pas, et donc, peu importe où on habite, on est toujours dans cette petite instabilité quotidienne, du coup, qui fait que les choses, à mon sens, sont plus denses. Voilà. Merci beaucoup. Maintenant, une question pour les deux, Pierre et Julian. On va changer un petit peu le focus pour nous intéresser sur les histoires visibles dans vos romans. Jusqu'à quel point le compromis est fondamental pour vous, dans vos manières d'écrire et pour le roman en général? Et comment ce compromis, que ce soit écologique, cet engagement plutôt politique, peut se connecter avec les générations, que ce soit les jeunes, les millennials, que Pierre parle beaucoup dans son livre Le Grand Vertige, mais aussi notre génération et du personnage Sébastien en Résistance ni partir ni rester, mais aussi il y a les parents des années 70 ou 60, et je pense aussi dans les personnages de Tobias dans Le Grand Vertige, qui est un chercheur, personnage principal du livre, et les parents de Sébastien dans le livre de Julian. Et aujourd'hui, quel est l'engagement? Quel peut être notre engagement? Ça, c'est ma deuxième question pour tous les deux. Julian aimerait commencer? Oui, c'est vrai. En effet, c'était un des points de départ pour écrire ce livre, était la question de penser à la militance de la génération antérieure.
des gens qui étaient prêts à la lutte armée, à prendre les armes pour une lutte tellement différente, contraire à ce qu'on trouverait raisonnable aujourd'hui, le pacifisme, le regard antibelliqueux qui est le seul possible aujourd'hui au Brésil, n'est-ce pas? Et ma question était: quel genre de militance, quel genre d'engagement politique serait possible pour cette génération, pour notre temps? Et même la question se posait déjà un genre de réponse. Je parle dans le livre d'apprendre à résister et aussi se demander comme forme de résistance. C'est une réflexion sur le présent, sur les possibilités d'intervention du présent dans le présent. Ça se faisait déjà sentir, c'était déjà une participation et je le ressentais très fortement. En même temps, j'ai perçu une oscillation temporelle d'un moment à l'autre. Dans le livre précédent, si quelqu'un me demandait sur engagement, littérature, j'aurais parlé plutôt d'impertinence, de perte d'autonomie de la littérature devant l'impératif de l'engagement. Ce serait un problème pour la littérature. Et en étudiant l'histoire de la littérature, on voit comment la réponse à cette question, c'est une question très ancienne et persistante, elle est toujours variable en fonction des époques, en fonction du moment de la réponse. Le présent est très important. Il incide sur la réponse possible. Est-ce que l'écrivain doit s'engager? La littérature doit prendre parti. Et ce que je ressens, c'est que dans ces temps récents, la littérature est convoquée à participer, à intervenir, au moins au Brésil, ça c'est très évident. Il y a une débâcle qu'on voit dans les dernières années, on va dire 8 années. L'écrivain, comme beaucoup d'autres citoyens, se voit convoqué à intervenir de plusieurs façons, entre autres par la littérature elle-même, par la fiction elle-même. Alors pour moi, c'était impossible de ne pas faire un rapprochement avec le présent, avec la politique, pour pouvoir y réfléchir sur l'engagement, que ce soit de l'écrivain comme du citoyen. Oui, le livre est né de vivre dans cette bascule de monde qui est à la fois terrible et passionnante qu'on est en train de vivre, et de voir cet élan, parce que tu parlais d'une nouvelle génération qui s'empare de ça, qui en fait un objet politique neuf, tout en ayant sur les bras une sorte de fardeau quand même, d'être tenu de sauver un monde sans pouvoir en profiter. Et donc j'aimais, donc ça a créé ces personnages comme celui de June, parce que j'étais porté par leur énergie et par leurs failles, qui sont aussi les miennes d'une certaine manière. Et donc après, c'est poser la question du roman effectivement comme engagement, comme tu disais. Oui et non. Enfin, bien sûr, je suis du coup dans cette matière-là et vraiment politique. Et donc du coup, mes personnages sont engagés dans cette lutte-là. Mais je voulais des personnages qui ne soient pas des héros, qui soient plutôt des anti-héros, travailler comme nous, par toutes les contradictions dans lesquelles on est sans cesse. On est pris dans ce nœud-là. Et donc voilà, ils essayent, ils ratent, ils retentent, mais ils ne sont pas parfaits et personne ne l'est. Et donc, mais je voulais cette matière-là de cette chose hallucinante, énorme qu'on est en train de vivre, quoi. Et surtout, pour finir, qu'est-ce que ça peut éventuellement faire au roman, en tout cas au mien, quoi, et on verra après, mais de comment ça le travaille, ça le perturbe, comment nos représentations en fait du monde devraient nécessairement changer. Comment déplacer le regard, décentrer l'être humain, toutes ces questions en fait qui sont celles de ce moment politique. Comment ça va, à mon avis, infuser, travailler le roman, l'art en général. Donc voilà, c'est plus comme un travail, et bien sûr de fond dans le livre, mais aussi de forme. Donc d'où cette idée
d'une narration éclatée, d'une narration qui se fait parfois pétrole, qui se fait pierre, qui circule, aussi parce que c'est aussi ce que cherchent ces personnages et ce que aussi évidemment ce à quoi j'aspirerais, on aspire collectivement, d'arriver à changer notre regard sur le monde pour pouvoir le changer. C'est beau ces silences. Vincent, on t'entend plus, tu nous entends? On t'entend plus. Obrigado, Paulino. Ça y est, on t'entend. Agora já Ça y voltei, est, c'est bon, desculpa. merci. Pardon. Agora gostaria de entrar pouco mais. Eu gostaria de falar mais sobre... J'aimerais parler davantage sur l'écriture du roman. Ce qui est très intéressant dans les deux romans, c'est l'innovation formelle du genre roman, aussi du genre littéraire que vous proposez avec vos œuvres. Mais avant de parler de l'écriture, j'aimerais vous proposer de lire un extrait des deux livres, s'il vous plaît, si vous le voulez bien et le pouvez bien. Est-ce que je vais lire en portugais, la traductrice va lire en français, c'est ça? Oui, oui. Le chapitre d'ouverture, donc, du roman. Mon frère est adopté, mais je ne peux ni veux dire que mon frère est adopté. Si je le formule ainsi, je prononce cette phrase que depuis très longtemps, j'ai appris soin de passer ce silence. Je réduis mon frère à une condition catégorique, à une attribution essentielle. Mon frère est quelque chose, et ce quelque chose réside dans ce que tant essaye de discerner chez lui. Ce quelque chose réside dans les signes que nous persistons à chercher malgré dans tous nos traits, ses gestes, ses actes. Mon frère est adopté, mais je refuse de souligner le stigmate que le mot évoque, le stigmate qui représente le mot lui-même converti en caractère. Je ne veux pas approfondir sa cicatrice, or si je ne veux pas l'approfondir, je ne dois pas l'évoquer. Je pourrais l'employer le verbe au passé et dire que mon frère a été adopté, le libérant ainsi du présent immuable de la perpétuité. Mais je n'arrive pas à dépasser l'étrangeté que la formulation induit. Mon frère n'était pas autre chose avant d'être adopté. Mon frère est devenu mon frère à l'instant où il a été adopté. Au mieux, à l'instant où je suis née. Quelques années plus tard, si je dis que mon frère a été adopté, c'est comme si je déclarais sereinement l'avoir perdu, qu'il avait été enlevé, que j'avais un frère jusqu'à ce que quelqu'un soit arrivé et l'ait amené loin. Reste l'option la plus prononçable, parmi toutes celles qui engendrent le moins d'inquiétude ou qui le masquent le mieux. Mon frère est un enfant adopté. L'expression « enfant adopté » implique une technicité qui contribue à son acception sociale. Une nouveauté que l'absolu, un instant des séquelles du passé, semble blanchir de toute acception indésirable. Quand je dis que mon frère est un enfant adopté, les gens ont tendance à acquiescer d'un air grave, dissimulant leur peine. Ils baissent les yeux comme s'ils ne voulaient plus rien savoir. Peut-être qu'ils partagent mon inquiétude. Peut-être qu'il passe à autre chose le temps d'une gorgée ou d'une bouchée. Si l'inquiétude continue de se réverbérer en moi, c'est parce que j'entends aussi la phrase partiellement. Mon frère est un enfant. Et il m'est difficile d'accepter qu'elle ne se termine pas par la tautologie grande. Mon frère est un enfant de mes parents. Je prétends que mon frère est un enfant et une interrogation me brûle alors les lèvres. L'enfant de qui? Merci, Julian. Je lis un très court extrait du début du personnage de June, avant qu'elle parte. June a fait une pile de ses affaires. Ça forme presque rien, un absurde petit tas. Elle le regarde. Une jolie fumée jaune s'en échappe. Elle ne sait pas planter un bégonia. Elle ne sait pas faire une bouture. Elle ne connaît pas le goût d'une goyave. Elle ne sait même pas écrire le mot. Elle aimerait se sentir proche d'un arbre. Ils auraient des souvenirs en commun. Elle pose sa main sur l'écorce et ne sent absolument rien. Elle veut s'arracher à tout ce qu'il a fait, elle voudrait la guerre et l'accord, cette fois-ci elle est prête, personne ne viendra l'arrêter, les flammes s'élèvent, elle ne sait pas par quel bout prendre l'espace qu'on lui a donné, elle n'a pas l'intention de vous ennuyer longtemps, elle est simplement l'enfant de son siècle, égocentrique, inconstante, embrouillée. Elle a tout pourtant, les siècles passés lui ont offert sur un plateau le savoir, la technique, la maîtrise, elle a la possibilité de dire qu'elle n'en veut pas, parce qu'elle a pu en jouir. Elle veut devenir personne, capable de tout, faiseuse de rien. Ce jeudi 7 octobre 2016, elle s'est officiellement déclarée en état de guerre. Les pays voisins n'ont pas réagi.
June est assise là, devant ce feu qui crépite. Elle a rassemblé toutes ces petites choses qui forment une existence, ses vêtements, ses lettres, ses livres, tout l'arsenal administratif, médecin, assurance, banque, état civil. June, de Manille, 1m65, 49 kg, 22 ans, nationalité française, sexe féminin, etc. Elle a vidé les armoires de ses rubans de papier pour former cette jolie petite pile dans le parc. Les flammes s'élèvent. 22 ans, ça vous paraît jeune ? Elle, ça lui semble tard pour commencer. Elle a grandi dans cette inquiétude moite que les adultes ne pouvaient voir tant elle leur collait au froc. Fin de l'emploi, fin du progrès, fin des ressources. Ils essayaient de sourire quand même, mais personne ne croyait plus à ce manège. On voyait dans leur œil un astre éteint depuis si longtemps que même l'attrait en avait disparu. C'était visiblement l'espèce craignant pour sa survie qui flottait dans ses iris. Mais rien, pas un mot, les enfants devaient absolument être protégés, rassurés. C'était pas l'enfer, pour autant elle était en vie, en bonne santé, dans un pays en paix, ça allait. Ouais, elle avait grandi dans cette interzone légendaire, tapissée de bois mort et de formica, de métal, de plastique et d'inox, où jamais n'apparaissait le moindre tapir. Il pissait dans de la céramique blanche, attendait le bus chez JC Decaux et observait les pingouins tomber dans des mers laiteuses sur YouTube. Regardez-la, dans sa chambre recouverte de posters, la moquette Jonas et les bouteilles de bière vides, le hall de la petite maison crème, le lotissement, la ville, l'agglomération, les terrains vagues et les autoroutes. Plus loin, des récifs de nature encadrés par des barbelés, du bétail au pas, traquant l'herbe juteuse sous le ciel gris. Et au-delà, pareil, jusqu'à des départementales oubliées sur lesquelles filent des bagnoles qui semblent aller quelque part. S'il y a matière à rêve, June ne les voit pas. Ensuite, ça va mieux. Obrigado, Pierre. Merci beaucoup, Pierre. Je vais déjà poser la dernière question parce que le temps vole sur la question du roman. Parce que dans vos livres respectifs, il y a une recherche d'un rythme, d'une innovation, d'une narrative qui ne soit pas linéaire. Et c'est très intéressant et nouveau. Ma question, c'est donc double. Vous êtes tous les deux journalistes et vous êtes tous les deux écrivains. Le journalisme, c'est une autre manière de réaliser cette recherche de la vérité que vous cherchez dans vos romans et vos engagements. Et la deuxième question que j'aimerais vous poser, est-ce qu'il y aura des moments dans l'histoire des sociétés où elles ont plus besoin de réalité ou plus besoin d'invention? Et mon dernier commentaire, c'est vous deux avez une vision plus théorique du roman. Julian parle d'une post-fiction, surtout dans son dernier livre, et Pierre parle d'un roman global en opposition au roman national, étant donné la crise écologique, à partir de modèles biologiques, écrire une narrative avec la symbiose, avec le rhizome, avec des caractéristiques organiques. Et j'aimerais que vous parliez donc de cette innovation, l'urgence de l'innovation pour ce genre littéraire du roman. Pour moi, c'est un mouvement pratiquement inévitable. Chez plusieurs auteurs, ce n'est pas une prédisposition personnelle, que ce soit dû au journalisme ou ma formation de journaliste, ça vient d'ailleurs. Et il y a une grande relation avec ceux qui en France nous connaissons aussi bien. Nathalie Sarraute a décrit comme l'ère de la suspicion, le tremblement dans la relation entre le lecteur et l'auteur, l'impossibilité de rencontre avec le personnage inventé. Et donc, ça disparaît pour plusieurs auteurs. Ça paraît impossible pour tant d'auteurs. Quand j'écrivais Résistance, il y avait chez moi l'obligation, un impératif d'être sincère. Ce n'est pas du respect normatif envers la vérité. Ce n'est pas un dogme interne non plus, mais il y avait une prédisposition qui traversait chaque ligne de ce que j'ai pu écrire et elle s'est maintenue chez moi. Bien sûr, il y a des éléments fictionnels, il y a un déplacement, il y a des endroits où l'invention apparaît. Mais dans la pratique,
ce qui est sous-jacent, c'est le désir de vérité, désir de sincérité. Et ça passe de partout, ça ne se réduit pas à moi. Nous revenons à cette notion chez plusieurs écrivains de manière simultanée. Et c'est pour ça que je parle de la post-vérité, de l'idée de la post-vérité, post-fiction. C'est une ampliation de l'autofiction. L'autofiction, c'est là où le roman retrouve la biographie, se rencontre avec la biographie, et c'est très présent aujourd'hui chez plusieurs auteurs, mais il y a aussi un endroit où le roman se retrouve avec un essai, ou avec la philosophie, ou avec l'historiographie, ou avec un discours politique. C'est un phénomène plus large, plus général. Ça arrive simultanément dans plusieurs endroits du monde, plusieurs générations aussi. Et je crois que ça se manifeste comme une innovation irrévocable. On ne pourra pas revenir en arrière. Merci beaucoup, Julian. J'ai pensé exactement l'expression d'un roman qui résiste, parce qu'en lisant votre livre, il y a ce travail de la voix, d'une écriture qui parle, qui se contredit, qui s'analyse. Je pense que c'est intéressant. Et Pierre, quelle est la connexion avec le journalisme? Je trouvais vos romans très liés à l'épopée, à la poésie. C'est très épique. Oui, tout est matière. Donc, je ne suis pas journaliste, mais je m'intéresse évidemment au monde comme un écrivain. Et c'est par cette pratique-là que je fais, disons, du journalisme. C'est par cette entrée-là. En fait, ce que tu disais, ce que vous disiez tous les deux, c'est exactement ça. C'est que en fait, les représentations artistiques ne sont jamais innocente, et en tout cas ne naissent jamais dans un monde ex nihilo. Donc évidemment, ce qui se passe, ce qui est en train de se passer, correspond au tremblement éthique, politique plus large. Et donc ça infuse et ça travaille la forme littéraire comme toutes les autres. Et donc c'est là que c'est passionnant. C'est comment ça va... en tout cas, c'est mon idée, mais comment ça retravaille le roman comme une chose éclatée, reliée, cosmopolite, on en parlait tout à l'heure, mais voilà, où tous les éléments, comme tu disais, comme ceux du monde se mêlent. Et donc ça, il faut être poreux à ça, quoi, à ce changement de représentation du monde. Et ensuite, en fait, l'art, quand même, a une petite fonction de l'informe qu'est le réel, lui donner une forme comme un miroir, et ensuite pour repartir vers l'informe qu'est l'existence d'une manière nouvelle, avec un apprentissage X ou Y. Et donc quand même, comme ce miroir de Stendhal qu'on déplace. Et donc cette forme-là, elle ne doit pas être simplifiée, elle est complexe, et elle doit être, en tout cas, peut-être à la hauteur de la chose diffractée qu'est le réel. En tout cas, elle doit être peut-être une machine à transformation pour repartir vers le réel plus fort et plus armé pour le comprendre, et puis pour le transformer aussi, quoi. Donc oui, idéalement, il faut faire... tout ça. Je ne sais pas où on va, post-fiction, je ne le sais pas, mais en tout cas, non seulement on y va gaiement, mais en plus, il faut la forme littéraire, son nom est mal choisi parce que ce n'est pas de la forme, c'est le fond aussi, c'est notre regard qui passe par là. Merci beaucoup, Pierre. Je crois que Pauline, nous allons donc clore cette rencontre. Merci beaucoup, Pierre. Merci beaucoup, Julian. Merci beaucoup à tous les deux. C'était un privilège de vous parler, deux grands écrivains d'aujourd'hui. J'espère que vous avez eu le même plaisir et que je peux vous transmettre mon enthousiasme envers vos deux romans. Et je vais redire les titres. Le Grand Vertige de Pierre Ducrozet, publié par Actes Sud en 2020, et A Resistência, publié par Grasset, Ni partir ni rester, en titre français. Merci beaucoup à toutes et à tous, l'interprète, l'organisation du festival. Bonne soirée à tous. Merci Julian, merci à tous les deux.
Nous pouvons nous retrouver maintenant dans la librairie, voilà, pour une séance de dédicace aussi et des questions. Et Merci, voilà. merci Merci, Pauline, Pierre. merci à toi.